Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, money must be funny in the richest girl. Uh-huh. Oh, the richest girl. If I had a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Vous avez le droit de faire ça? Pourquoi? Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Alors bonsoir à tous. Donc on poursuit donc ce cycle des propositions concrètes. Et ce soir donc on va Anis Lagenev qui est ancien trader et qui éveille les consciences, peut-être je peux le dire comme ça sur Twitter, donc va nous présenter donc sa proposition monétaire, donc sa proposition d'une alternative monétaire et qu'on a nommé la monnaie fondante. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une monnaie fondante, du coup vous allez aussi pouvoir le découvrir ce soir. Donc donc Anis, bonsoir. Et puis bonsoir, puis bonsoir. On est vraiment content, vraiment heureux de te recevoir pour donner un espace pour présenter cette proposition qu'on trouve particulièrement réjouissante et intéressante. Donc si tu veux bien, je lance la première question puis on se retrouve tout de suite. D'accord. Alors, du coup, oui, comment peut-être on peut commencer par le début et comment est née cette proposition, dans quel contexte, enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts, le commencement, les origines de cette idée, de cette proposition monétaire? D'accord. D'abord, bonsoir tout le monde. En fait, c'était le fruit d'un cheminement. En fait, c'est le fruit de plusieurs questionnements qui ont commencé très tôt, peut-être même avant même que je m'y mette à fond, pendant que j'étais trader, même avant peut-être, et qui ont continué quand j'ai arrêté le trading en 2007. Et en 2016, je me suis dit, moi là, je vais me poser et je vais essayer de répondre à une question qui me tient vraiment à cœur, qui était la question monétaire. Et donc parce que je travaillais justement comme trader à la Société Générale et chez Barclays ou Nomura, et j'avais comme outil principal la monnaie, et je voulais comprendre exactement ce que c'était la monnaie. Et en fait, en apprenant exactement ce que c'était la monnaie, ça m'a mené très rapidement à la dette et ensuite très rapidement à l'usure. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une question que je me pose depuis très longtemps. C'est que l'usure en tant que telle, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'usure, c'est, pour faire simple, bien que c'est bien plus compliqué que ça, c'est la dette avec intérêt. En fait, c'est le surplus qu'on demande aux gens. Et par exemple, si je prête à quelqu'un 100 grammes d'or, je lui demande de me rémunérer le temps et de me rendre 110 grammes d'or. Avec la monnaie de nos jours, c'est un peu plus confus pour savoir ce que c'est que l'usure. Mais voilà, en gros, voilà, j'ai fait un tour complet et je me suis dit, mais et en étudiant la dette et l'usure, en fait, je me suis dit, mais c'est un cycle infernal, c'est un cycle qui nous amène à la fin au chaos, quoi qu'il arrive. Et le chaos étant soit la guerre ou soit le pire, même pire que la guerre. Et donc je me suis dit, mais comment je peux aller contre l'usure, qui est justement le fondement même de la monnaie de nos jours. Donc j'ai étudié et c'est marrant, je suis reparti aussi loin que possible. Et donc
j'ai rencontré sur ma route Aristote, qui était lui catégorique, qui était un grand penseur, qui est venu presque, qui était presque un contemporain en fait de la monnaie métallique, la monnaie or. Bien que la monnaie existe depuis plus longtemps, sous forme de dette, lui il est arrivé au moment où dans la Turquie actuelle, la monnaie métal a été inventée, même si d'autres disent qu'elle a été inventée plutôt en Chine. Donc j'ai essayé d'étudier ce qu'il pensait et pour lui, c'était sûr et certain, c'est que l'argent ne devait pas faire de l'argent et il trouvait ça limite, aussi grave que l'inceste parce que, pour lui, l'argent est un moyen qui sert à s'échanger des choses et donc c'est un outil et si cet outil devient marchandise, alors on biaise la donne et on crée un système qui devient, plus tenable. Donc j'ai continué et cetera et après très rapidement on est, amené à lire, qu'on le veuille ou pas, les textes religieux sur cette question-là et ils sont très, très, très durs, que ça soit la Torah ou le Coran ou la Bible. Ils sont très, très durs par rapport à l'usure et justement, il y a des recommandations très fortes pour dire qu'il ne faut pas pratiquer l'usure. Pourquoi? Parce que celui qui la pratique, bon ça dépend de à quel livre on se réfère, c'est soit comme, elle est comparée à la morsure du serpent, ou sinon elle est, Dieu déclare, une guerre contre ceux qui pratiquent l'usure. Donc je me suis dit: «Mais c'est incroyable et comment ça se fait qu'aujourd'hui tout notre système économique ne repose que sur ça?» Et après en fait, en continuant dans l'histoire, on arrive à des penseurs qui ont vraiment réfléchi très fortement à l'usure et ce sont les scolastiques. Donc saint Thomas d'Aquin et toute la bande, des philosophes et théologiens, du Moyen Âge, théologiens, chrétiens, catholiques. Et là, ils ont poussé énormément la question d'usure et par exemple saint Thomas d'Aquin, on est arrivé à une explication pour moi, qui m'a paru, étincelante en fait. C'est de dire que, l'usure était le commerce du temps et qu'en gros le temps appartient à l'Éternel et que personne ne peut en faire commerce. Et donc j'ai tout de suite revu mon premier cours, parce que j'ai pas fait beaucoup de finance moi à l'école, vu que j'étais ingénieur télécom. Je me rappelle de tout de suite de mes cours de finance de marché et avec cette exponentielle moins RT qui m'a suivi toute ma carrière. Parce que, qu'est-ce que le métier de finance? C'est, que de l'actualisation, c'est-à-dire, on a un taux, on a du temps et on fait que d'actualiser, c'est-à-dire ramener un flux au futur ou au présent. Et donc, du futur au présent ou du présent au futur. Et donc je me suis dit: «Mais c'est incroyable, c'est exactement ça, l'exponentielle moins RT où R, est le taux et le T et T est le temps». C'est exactement ce qu'avait vu ce scolastique, qui était lui, qui avait pas du tout toutes ces notions mathématiques qu'on a de nos jours et qui a vu qu'en fait l'usure était le commerce du temps et en fait une fois que, des gens s'accaparent le temps et en font commerce, on se pose une question parce que le temps, c'est comme l'eau, c'est comme l'air qu'on respire, c'est quelque chose d'universel, il appartient à personne. De quel droit un banquier a le droit de s'accaparer quelque chose et d'en faire commerce? Quelque chose qui est une denrée universelle, qui est le temps. Et surtout, donc là on va rentrer un peu plus dans le détail, ce qui me dérange encore plus dans l'usure, c'est le fait que vous soyez riche ou pauvre, ben vous serez pas hem, hem j'allais dire juger, mais c'est presque ça, c'est un jugement du banquier. Vous allez pas avoir le même taux d'intérêt et donc le riche va avoir un taux plus bas, le pauvre un taux plus élevé. Ça s'explique, mathématiquement et statistiquement par le fait que le pauvre a plus de mal à rembourser, je suis pas sûr. Quand on voit les milliards qui sont empruntés, et qui sont dilapidés en temps de crise, heu, par, des gens qui profitent de ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire le fait qu'ils empruntent pas à leur nom, mais au nom d'une entité et qu'après ils ne remboursent pas. Donc c'est cette histoire qui dit que les pauvres ne remboursent pas leurs dettes ou les remboursent plus difficilement que les riches, c'est vrai à un certain point, mais il y a des fois où
quand les riches font faillite, c'est pour des énormes sommes. Par exemple, je vais donner l'exemple de Drahi qui a emprunté 50 milliards. Si demain, au nom de ces boîtes, si demain il fait faillite, bah voilà, il aura rattrapé tous les impayés des pauvres, mais alors là, pour des millions de pauvres. Et donc, voilà, je me suis dit, mais si le pauvre et le riche ne peuvent pas emprunter au même taux, et donc chacun a un taux différent, donc le commerce du temps ne vaut pas la même chose. Et donc, je me suis dit: «Mais c'est énorme comme question». C'est-à-dire qu'on est en train de déformer le temps. C'est-à-dire que il y a pour le riche, les choses s'accélèrent et pour le pauvre, il a un boulet constamment dans les pieds. Et donc je me suis dit: «Le fait que de nos jours, la monnaie repose essentiellement, pas essentiellement, à 100 sur la dette avec intérêt», je me dis que il y a vraiment un problème qu'il faut résoudre. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait au cours du temps. Donc je vais pas revenir là-dessus parce que c'est vraiment de l'ingénierie humaine incroyable qui a fait en sorte que, à partir d'un moment, on va dire, parce que pendant longtemps en Europe, l'usure était interdite et à partir d'un moment, elle a été rendue licite. C'est-à-dire qu'on a fait une licité de la monnaie. Et petit à petit, et par des ingénieries, financières et humaines, on est arrivé au fait que de nos jours, 100 de la monnaie repose sur de la dette avec intérêt. C'est-à-dire que si tout le monde rembourse, ses dettes, on n'a plus de monnaie en circulation. Voilà la situation dans laquelle on est. Et je me suis dit: «Mais si, de nos jours on a ça, mais comment on en est arrivé là et comment on peut en sortir surtout?» Parce que, le fait que la monnaie repose, sur de la dette avec intérêt, il y a 2 problèmes. Déjà, il y a le mot dette. La dette, c'est une certaine façon, c'est, une responsabilité, c'est la culpabilité, c'est la dette au cou. C'est-à-dire que vous allez vous endetter, sur 25 ans pour acheter, un petit logement à Paris, par exemple, et si vous ne remboursez pas, alors, ce que vous allez être, déclassé socialement. Donc, vous avez, cette sorte d'épée, Damoclès, sur la tête à tout moment. Et donc, heu, ça m'a posé un problème. Je me suis dit: «Mais vivre const» parce que moi j'ai jamais pris de dette, donc j'ai eu la chance de gagner pas mal d'argent et de vivre avec, même quand j'en gagnais pas, au rythme de ma vie, c'est-à-dire sans m'endetter. Et quand j'en ai gagné, ben, j'ai pas eu besoin de m'endetter. Et je me dis: «La société entière aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là ou cette force-là, de se dire: je vais vivre à mon rythme» ou plutôt, ils ont pas la chance non plus de ne pas avoir à emprunter, parce que de nos jours, on fait tout pour emprunter, ou pour que les gens empruntent. Et donc, je me suis dit: «Mais comment on peut faire en sorte que justement, la monnaie ne repose plus sur la dette et sur cette idée de culpabilité et de course contre le temps, qu'on a?» Donc, voilà, c'est ça l'origine, heu, de cette idée, et de trouver une solution en fait. J'étais face à une équation à résoudre. Je me suis dit: «Il y a bien quelque chose qui sera l'antidote justement à cet effet boule de neige, à cet effet exponentiel de la monnaie dette qui fait qu'à la fin, les corps lâchent, les populismes montent, les nationalismes sont exacerbés, les guerres fratricides, nous déchirent». Et je me suis dit: «Non, on ne doit pas», même si là, en ce moment, on est en fin de cycle et j'ai l'impression de servir à rien dans ce cycle-là, et j'espère que ce qu'on raconte et ce qu'on fait ici, prenez place parce que on en fait beaucoup de débats. J'espère qu'il va servir au prochain cycle, quand les gens justement en début de cycle, après avoir vu des guerres et des choses horribles, vont enfin se mettre d'accord pour mettre en place un système qui soit utile. Et voilà, c'est justement pour sortir de ce cycle infernal du chaos que j'ai cherché, ce que j'appelle l'antidote au chaos. Et ce que j'ai trouvé, c'est que la monnaie fondante est Moi, justement l'antidote au chaos. merci Anis. Du coup, je te propose, oui, qu'on entre qu'on aille à la racine justement de cet antidote et de voir un peu comment on pourrait créer de la monnaie différemment. Alors, je lance la question suivante. Donc, un mot encore, oui, avant de te laisser la parole, Anis, mais moi aussi, j'espère que tout ce qu'on fait
entre autres dans Prenez Place, et puis il y en a d'autres qui le font aussi, sur ces questions monétaires, ben oui, ça va servir justement à cet autre cycle qui est déjà en marche hein, quand même, mais bon, qui pour l'instant évidemment fait pas encore société, mais du coup espérons que justement ça serve à pouvoir vraiment construire ce qui vient et d'une autre manière et radicalement d'une autre manière. Alors du coup comment du coup cette monnaie, ce qui est évidemment la question fondamentale, hein, c'est comment est créée la monnaie. Donc comment tu verrais cette création monétaire, comment elle émergerait, comment elle serait créée. D'accord. Donc et par qui? Ça c'est par qui important aussi. Exactement. Donc déjà, là il faut bien comprendre. Il faut partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la monnaie, c'est de la monnaie dette. C'est-à-dire qu'elle est créée 100% par de la dette. C'est au moment de l'octroi d'un crédit ou quelqu'un qui émet une obligation, quand c'est un État ou une multinationale, que les banques, en prêtant de l'argent, créent de la monnaie. Et cette monnaie, donc, va être détruite lorsqu'il y aura les remboursements et les États vont garder les intérêts. Et quand ils vont garder les intérêts, en fait, les intérêts, vu que toute la monnaie a été détruite, ils doivent bien venir de quelque part. Et en fait, ils viennent d'autres emprunts. Et donc, on est dans ce que j'appelle une course un peu en avant, où les intérêts ne font que grossir, et où, par définition, où les dettes augmentent aussi, et la monnaie aussi, parce que dette égale monnaie, donc, ou plutôt, la monnaie est créée par la dette. Donc, tout augmente, et on arrive justement à cet effet de boule de neige, et j'ai envie de dire, il faut trouver l'antidote. Et c'est quoi l'antidote? C'est là où les intérêts sont le feu, il faut trouver l'eau qui l'éteigne. Alors, comment faire? C'est ça la question. En fait, comment faire? C'est déjà, il faut réfléchir, est-ce que dans l'histoire, on a eu une monnaie qui était libre de dette, qui ne reposait pas sur la dette? Et donc, quand on revient, on va voir qu'il y a un lien avec le présent. C'est qu'au 19e siècle, il y a eu une bagarre énorme entre deux écoles. La principal currency, c'est-à-dire celle qui disait que la monnaie devait reposer sur quelque chose de tangible, c'est-à-dire l'or ou l'argent. Et donc, Marc Gabriel va justement parler de cette idée-là, de revenir à ce système avec deux métaux. Donc ça, c'était au 19e siècle. Et les gens en face, qui étaient la banking school, disaient que non, la monnaie devait être que de la dette créée par les banques. Donc, on se rend compte d'un seul coup que, en fait, la monnaie n'a pas été toujours dette dans l'histoire. Elle a été aussi une monnaie, ce qu'on appelle libre de dette. Par exemple, celui qui va et qui donne son énergie pour aller creuser et chercher de l'or, voilà, une fois que ça devienne des pièces, cette personne a donné de son énergie et a créé une monnaie qui est libre. C'est-à-dire que lui, quand il va la dépenser, il ne se sera pas endetté. Il aura juste fourni une énergie à la société en allant justement chercher cet or. Et ben aujourd'hui, c'est exactement ça ce qui est en train de se passer. C'est que jusqu'en 71, on avait encore le dollar qui était convertible en or. Et c'est à la fin des accords de Bretton Woods, en août 71, avec Nixon qui met fin à la convertibilité du dollar en or, que justement c'est la victoire finale en 71 de l'argent dette. Et c'est depuis là, vous pouvez aller voir, il y a un site qui s'appelle What the fuck happened in 1971, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en 1971. Alors peut-être ça s'appelle juste WTF. J'aurais pas dû dire le nom en entier, c'est WTF, parce que c'est un gros mot en fait. Et donc on voit que tout devient exponentiel. Les inégalités de richesse, la création monétaire, le bilan des banques centrales, la consommation en CO2, etc. Tout explose. Et donc à partir de ce moment-là, une fois que la monnaie ne repose plus sur l'or, il n'y a plus de limite. Et il n'y a plus de limite à la création monétaire, il n'y a plus de limite au productivisme, il n'y a plus de limite au consumérisme. Et la crise de 2008 est arrivée justement pour nous mettre une énorme claque et pour nous dire, les gars, réfléchissez à notre modèle, parce que là, vous allez trop vite. Vous allez trop vite pour vous-même et trop vite pour la planète. Et ce qui est horrible, c'est que depuis 2008, au lieu de justement réfléchir à une monnaie qui soit libre de dette, on a continué
dans l'extravagance de la monnaie dette. C'est-à-dire que les banques centrales ont créé de l'argent qui est au départ libre de dette, mais pour racheter de la dette pour que les gens s'endettent toujours plus. Donc c'est un cycle infernal, une fuite en avant, et on ne sait pas où ça va mener. Ça va nous mener. Et comme par hasard, en octobre 2008, le Bitcoin a été mis en place, le protocole du Bitcoin, avec le livre blanc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement l'émergence d'une monnaie libre de dette. Cette fois, c'est pas l'or, mais c'est une crypto-monnaie qui justement réplique les qualités de l'or, c'est-à-dire que elle est en quantité finie avec une croissance très limitée. Donc, à la fin, on saura qu'il n'y aura plus que 21 millions de bitcoins. Et ce qui est drôle, c'est que quand on regarde combien il y a d'or depuis la nuit des temps dans le monde, si on le mettait dans un cube, ce cube ferait 21 mètres d'arête. Donc, et qui fait à peu près 9000 mètres cubes, mais 21 mètres d'arête. Et je pense que cette histoire de 21 millions, ce n'est pas au hasard. C'est justement parce que le Bitcoin essaye d'une certaine façon de répliquer les qualités de l'or. Donc, est-ce qu'il faut revenir à l'or? Je pense que non, parce que l'or aussi a montré ses limites. Il est en quantité limitée et celui qui le possède, en fait, possède le faisceau de nos confiances. Avant, il y avait le veau d'or, après, il y a eu l'or tout court. C'est-à-dire que tout le monde, à une époque, au XXe, XIXe siècle, celui qui possédait l'or avait le pouvoir d'une certaine façon. Et c'est ce qui s'est passé justement avec l'émergence du dollar et qui est devenu la monnaie néo-impériale, on va dire, qui a créé énormément de dettes et justement de guerres et de dettes aussi, et qui a fait en sorte que les États-Unis soient hégémoniques. Donc l'or n'est pas une solution non plus. Donc ma solution, c'est de dire, on va créer une monnaie libre de dette. Alors comment on la crée? C'est aussi simple que ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une monnaie qui est créée au moment de l'octroi d'un crédit. On peut décider que la banque centrale, alors j'appelle de mes vœux que cette banque centrale soit une banque centrale française et pas européenne. Et donc pour cela, il faut sortir de l'UE, etc., mais au moins temporairement. Mais l'idée, c'est que la banque centrale crée chaque année 3% de monnaie par rapport à la masse monétaire actuelle. Elle crée 3%, et une fois qu'elle les a créés de nulle part, au lieu de les donner face à un endettement de quelqu'un, elle les alloue. Et ces 3%-là, j'appelle ça, moi, le dividende social. Et c'est à nous, démocratiquement, de décider, mais comment on va les allouer? Est-ce qu'on les donne plutôt aux pauvres? Est-ce qu'on dit que c'est un dividende, donc on l'alloue équitablement entre tous les Français? Ou est-ce que, je pense que c'est une meilleure idée, on l'alloue au budget de l'État? Alors ça va faire deux choses si on l'alloue au budget de l'État. C'est marrant, mais je ne sais pas si vous connaissez les 3% de déficit. Alors les 3% de déficit, ils ont comme référence le PIB. Mais le PIB égale aussi à la masse monétaire, c'est à peu près 2200 milliards. Donc si on alloue à l'État 3% de monnaie libre de dette qui vient d'être créée, l'État n'a plus besoin de faire des déficits. Et s'il ne fait pas de déficit, si on est très strict avec l'État, en lui interdisant de faire des déficits grâce à ces 3% qui sont créés, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'État n'a plus besoin d'aller sur les marchés pour aller mendier de l'argent. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on casse un peu cette main du dessus qui est représentée par les marchés et qui fait que l'État maintenant devient plus libre. Et si l'État devient plus libre, je vous promets que ceux qui seront à la tête de cet État ne seront pas plus subordonnés au marché, mais seront justement subordonnés au peuple plus facilement. Et donc voilà comment est créée cette monnaie. Et c'est aussi simple que ça, hein. Aujourd'hui, la monnaie est créée exactement de la même façon en appuyant sur un bouton, sauf que cet argent va sur les marchés financiers. Il sert à racheter des dettes publiques et des dettes de multinationales. Et il sert à faire que il y a des bulles obligataires, des bulles actions et des bulles immobilières qui enrichissent les plus riches. Donc, eux aussi, ils l'ont créé, ce dividende social. Il n'est pas limité à 3%, il est quasiment infini. Et eux aussi ont décidé où est-ce qu'il allait aller. Ils ont décidé qu'il allait aller aux plus riches et aux marchés financiers. Donc, des gens, ils pensent que créer une monnaie libre de dette, c'est utopique, mais ce qui se passe là, c'est encore plus utopique. C'est dystopique. Ça se passe fois 10, fois 100, fois 1000. Et personne n'est capable de comprendre ce qui est en train de se passer.
L'idée, c'est de créer cette monnaie libre de dette et que ça soit limité. Après, sur la forme, est-ce que cette monnaie libre de dette doit être une crypto? Moi, je préfère que ça soit une crypto pas centralisée. Qu'est-ce que ça veut dire une crypto pas centralisée? Il ne faut pas que la banque centrale, elle, décide de la création de cette crypto. Il faut que le protocole soit un protocole démocratique, c'est-à-dire que tous, on ait une voix, un citoyen, une voix. On vote tous pour, par référendum ou je sais pas comment, mais le plus simple, c'est par référendum, des règles qui régissent justement le protocole monétaire. Par exemple, on peut demander aux gens, pour le dividende social, est-ce que vous préférez qu'il aille au budget de l'État et on explique pourquoi ça serait bien, ou est-ce que vous voulez qu'il soit distribué équitablement, ou est-ce qu'il va plutôt à l'action sociale? Donc, et chacun, c'est à chacun de discuter et de décider où va cet argent. Aujourd'hui, il n'y a aucune discussion. C'est la BCE qui crée l'argent et qui l'envoie directement sur le marché financier. Voilà pourquoi, parce que elle est indépendante. Elle est indépendante des citoyens, mais elle est très dépendante des marchés financiers. Preuve en est, le gouverneur de la Banque de France, c'est l'ancien PDG de CTLM. Je pense pas que CTLM est connu pour être gentil avec les citoyens, avec les plus pauvres d'entre nous. Donc voilà. Donc il n'y a rien d'utopique dans ce que je raconte et au départ, cet argent peut être côtoyé, l'argent dette. Et l'idée, c'est justement de faire une dialyse monétaire qu'on petit à petit, à chaque fois que cet argent est introduit, libre de dette, il faut faire en sorte que le pouvoir de création monétaire par les institutions privées soit de plus en plus limité, jusque à la fin, il y ait une dialyse totale et que l'argent soit 100% libre de dette. Et après, voilà, qu'est-ce qu'une monnaie fondante? Parce qu'il y a un risque à ça. Le risque à ça, c'est que c'est le risque sur lequel se sont cassés les dents les scolastiques du Moyen-Âge. C'est que eux, en fait, disaient que l'usure était justement le commerce du temps et qu'elle devait être interdite, mais la seule solution qu'ils donnaient, c'était le bûcher, en gros. C'était, en gros, il y avait des pogroms. La meilleure façon d'annuler une dette, c'est qu'il fallait tuer l'usurier, quoi, ou le dégager, ou l'envoyer à l'étranger. Et ça, c'est pas une solution. Il faut trouver une solution qui soit beaucoup plus naturelle et beaucoup plus intelligente que justement et de laisser faire l'usurier jusqu'à le massacrer à la fin. Et alors là, il y a 2 solutions qui sont exactement les mêmes quasiment. Il y a, par exemple, dans la civilisation islamique, il y a ce qu'on appelle l'impôt de purification. C'est de dire que le surplus de richesse doit servir à la communauté. C'est-à-dire que celui qui gagne énormément d'argent et qui thésaurise doit se libérer d'un impôt qui est à peu près égal à 2,5% d'une année lunaire. Quelqu'un qui est parti d'un autre raisonnement qui est incroyable, c'est Silvio Gesell au XXe siècle, donc au début du XXe siècle. Lui, il est parti d'un raisonnement qui est incroyable et il est arrivé aux mêmes conclusions, c'est de se dire, lui, que la monnaie à l'époque, donc dans leur tête un peu, la monnaie c'était l'or, que l'or était trop puissant et que il fallait le ramener à l'état des hommes, des animaux et des fruits et légumes, quoi, des denrées alimentaires. C'est qu'il faut que l'or soit périssable, qu'il soit justement pénalisé par le temps comme les êtres humains sont pénalisés. Nous, on vit d'un moment à un autre. Donc lui, il a eu cette idée de monnaie fondante. Et ce qui est joli avec la monnaie fondante, c'est que c'est dans le protocole même de la monnaie que l'impôt de purification en question est introduit. C'est-à-dire qu'on va dire, vous avez 100 €, c'est super, mais tous les jours, vous allez devoir perdre 1 centime sur ces 100 €. Pourquoi? Pour que l'argent ne soit pas emmagasiné. Parce que quand l'argent est en quantité limitée, le plus gros danger, c'est la thésaurisation, c'est le fait que l'argent ne circule plus dans l'économie. Et là, on revient dans un autre travers, qui est même peut-être pire que la monnaie de dette, que la monnaie usure. Pourquoi? Parce qu'au moins la monnaie usure, c'est peut-être le feu, ça accélère peut-être le temps, mais au moins la monnaie circule. Dans le cas de la monnaie thésaurisée, la monnaie ne circule plus. Plus on thésaurise la monnaie et plus il n'y a plus de monnaie en circulation, donc la valeur des biens baisse. Et donc les gens ont intérêt justement à thésauriser. C'est un peu ce qui se passe avec le Bitcoin. Donc ce qu'il faut,
c'est de dire aux gens, ben, on va vous pénaliser si vous n'utilisez pas l'argent. C'est une richesse, c'est très bien pour vous, on va pas vous la prendre, mais on va vous pénaliser un tout petit peu, 1 centime sur 100 € par jour de la semaine. Comme il y a 5 jours de la semaine et qu'il y a 52 semaines, ça fait 2,60 € à peu près par an. Et donc, si on enlève ces 2,60 €, ça va pousser un peu à ce que on puisse prêter à 0%, donc sans intérêt. On prête à l'État dans des obligations à 0%, on prête à des multinationales, etc. Peut-être, pour moi, idéalement, c'est 0% tout le temps. Donc, les gens vont faire en sorte de se débarrasser de leur monnaie pour que justement elle circule dans des investissements qui soient utiles. Et que cette monnaie fondante, ce qu'elle peut servir, justement, à quoi elle peut servir, c'est que les gens qui épargnent pour un futur incertain, au lieu d'épargner stérilement, vont devoir investir avec risque, c'est-à-dire dans des actions ou dans des business ou avec des amis, etc., ou dans la construction immobilière ou quoi que ce soit. Et ou sinon se débarrasser de leur argent sous forme de prêt, ou laisser les banques décider à leur place à qui prêter pour justement épargner ces 2,6%. Et qui paiera cette taxe de 2,6%? Ben, c'est celui qui aura justement cet argent entre les mains et qui aura la responsabilité d'utiliser cet argent à bon escient. Et l'intérêt aussi de cette monnaie fondante qui est inscrite à l'intérieur du protocole monétaire, c'est que l'or, on pouvait le cacher sous terre. La monnaie fiat, on peut la cacher dans les îles Caïmans. Là, on s'en fout. Où que la monnaie soit, vu que c'est dans un protocole, elle perd 1 centime quoi qu'il arrive tous les jours pour 100 €, tous les jours de la semaine. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et cet argent, justement, ils font, mais il n'est pas perdu, il est récolté. Et à qui il faut le donner? Il faut le donner aux gens qui en ont la nécessité, c'est-à-dire les gens qui vont justement lui redonner une vigueur. C'est-à-dire que quelqu'un qui a énormément, qui a une pile de millions ou de milliards et qui sait pas quoi en faire, bah, celui qui est dans le besoin, lui, saura quoi en faire, va l'injecter directement dans l'économie et va faire tourner l'économie. Voilà. Oui, merci Annie. Du coup, je te propose que même si tu as un peu répondu, mais je te propose qu'on passe quand même à la question suivante sur les échelles et puis sur quel type d'échange. Je la lance et puis je redis un mot aussi. Ok. Oui, du coup, tu as un peu répondu sur la question de l'échelle en parlant d'une banque centrale française, mais peut-être que peut-être que tu as envie d'ajouter quelque chose sur cette idée d'échelle. Et puis sur la question de quel type d'échange, notamment, bon, on a beaucoup vu sur ces questions-là les monnaies locales qui donc ont des échelles du coup locales et avec du coup, enfin, où tous les produits peuvent s'échanger, mais avec l'idée évidemment de favoriser des produits qui sont issus de l'agriculture justement locale, biologique. Enfin voilà, d'essayer quand même d'orienter des échanges vers une production et une consommation, on va dire qui a plus d'égard envers le vivant et l'environnement et la planète. Du coup, est-ce que toi tu vois quelque chose en termes de cette question des échanges et aussi de l'échelle, évidemment. D'accord. Alors, juste une petite chose, parce que j'ai oublié de le dire et ça va être très rapide. Certains peuvent dire que la monnaie actuelle est déjà fondante parce qu'il y a l'inflation qui pousse justement à l'investissement ou à la dépense. Parce que quand on a 100 € qui devient l'équivalent de 95, même si en termes sur notre compte il y a toujours marqué 100, on a perdu 5% de pouvoir d'achat et on a envie d'aller le dépenser ou de l'investir pour pas se faire avoir par l'inflation. La différence, c'est que ce qui provoque l'inflation, c'est la création de monétaire par le crédit ou par les banques centrales. Et donc, à qui profite cette inflation? Aux banquiers qui touchent les intérêts et à leurs meilleurs clients qui s'endettent
à coups de milliards ou à coups de centaines de milliers d'euros pour acheter un 4e appartement, pour le louer à Airbnb. Donc ça profite justement aux instigateurs du système. Donc c'est complètement différent. Vraiment, la monnaie fondante est l'antidote et elle profite aux plus démunis. Elle ne profite pas aux plus riches. Donc c'est exactement l'opposé. Là où la monnaie fondante, la fonte, la purification et justement permet de réduire les inégalités de richesse et donc de prendre aux riches oisifs. Alors c'est important de dire riche oisif parce que le riche qui est productif, il y a aucun problème. Aux riches oisifs pour donner aux plus pauvres, aux plus démunis. La monnaie dette et l'inflation, en fait, c'est quoi? C'est un appauvrissement des plus pauvres au profit de qui? Des banquiers et des plus riches. Donc c'est vraiment l'opposé. Donc ça n'a strictement rien à voir. Après, au niveau des échelles, bien sûr, la monnaie, en fait, c'est comme le sang qui circule au sein de la société. Donc si on dit que c'est le sang et que c'est justement, ça a une forte valeur sociale. Donc on a envie, plus on est dans des cercles, moi je pense que peut-être pas maintenant, peut-être dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, j'en sais rien, mais je pense que la monnaie du futur sera très smart et où elle partira du local pour aller au plus lointain et on va se compenser autour de nous pour aller, alors compenser, ça veut dire quoi? C'est si moi je dois à A et A doit à B et cetera, et on fait en sorte que on se fait tous confiance et donc on annule nos dettes entre nous, on laisse que le résiduel. OK? C'est-à-dire, moi je dois, 120 € à Patrick. Patrick, il doit, 100 € à Michel et Michel, il me doit à moi 100 €. Et ben, en fait, il reste qu'une dette de 20 € en vérité, parce que c'est triangulaire, il reste rien. Donc, je pense vraiment qu'on va aller vers des monnaies comme ça. Mais en attendant, je suis pour une monnaie nationale et aussi pour des monnaies locales, parce que ce qui risque de nous sauver dans le futur, c'est justement de créer ces réseaux locaux et de faire en sorte qu'on soit plus dans l'aberration de ramener des fraises du Chili ou des objets manufacturés de Chine, parce que ce sont des choses qui sont très très carbonées et la monnaie, elle n'est pas capable et notre système fiscal n'est pas capable justement de pénaliser ce libre-échange qui fait en sorte que quelqu'un qui donne un cours ou qui fait quelque chose qui est très peu carboné paye la même taxe que quelqu'un qui ramène des fraises du Chili ou des produits de Chine. Donc oui, la monnaie, elle doit justement favoriser le local et pénaliser les échanges justement avec beaucoup d'intermédiaires. Oui, je pense, je pense à une proposition, enfin ce que tu dis me fait penser à une proposition qu'avait présentée Henri, qui s'appelait Permaculture monétaire, et Henri avait développé en fait l'idée d'une monnaie donc à différents niveaux, différentes échelles, justement une échelle locale et puis une échelle nationale et une échelle internationale, avec du coup des taux de change un peu différents pour favoriser la monnaie locale en fait. D'ailleurs, pour être très concrète, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en tout cas quand on échangeait sa monnaie locale en monnaie nationale, on y perdait un peu. Et de la même manière aussi, quand on changeait donc une monnaie nationale en monnaie internationale, il y avait une sorte de perte en fait qui favorisait les échanges locaux. Voilà. Je me demandais ce que tu en pensais, ça m'a fait penser à ça. Ben ça va dans le bon sens, c'est exactement ça. C'est normalement même au niveau national, si je sais pas où sont faites les endives, je crois que c'est dans le Nord-Pas-de-Calais et en Bretagne. Si tout doit venir à Rungis pour repartir aux mêmes endroits, c'est vraiment bête. Et donc, il faut faire en sorte justement que, si c'est possible, les échanges se fassent localement. Quelqu'un m'a dit qu'un poisson qui est pêché vers Barcelone va vers Madrid où il y a le plus grand marché de poissons pour revenir à Barcelone. Et donc, il faut trouver un moyen de pénaliser ça. Et que il y a l'empreinte carbone justement, mais vraiment carbone. Je parle pas de greenwashing là, je parle vraiment de quelque chose
qui est capable de dire il y a eu un échange qui n'est pas qui est matériel, qui n'est pas immatériel, parce que quand c'est immatériel, on s'en fout. Quelqu'un qui vend une idée ou un cours de maths à distance, il peut faire 3000 kilomètres, il y a pas de problème. Mais si c'est pour vendre des choses qui sont matérielles et qui demandent justement d'utiliser de l'énergie et qui créent de l'entropie, justement du désordre, il faut que le protocole monétaire soit capable de reconnaître ces échanges-là et de les pénaliser. Et donc ça va vraiment dans le bon sens. Et alors, tout à l'heure, quand je disais que la monnaie doit être crypto, et elle doit justement être démocratique. Et donc, là où, par exemple, sur le Bitcoin, ce sont les baleines, ce sont les grosses fermes de minage qui décident de l'authentification qui décident de l'authentification des transactions, où ce sont ceux qui possèdent le plus de Bitcoin qui ont le droit de vote sur les forks possibles, c'est-à-dire les directions possibles qui peuvent être prises par le Bitcoin. Moi, je suis pour une monnaie crypto qui soit 100% citoyenne, c'est-à-dire un citoyen, un droit de vote. Et dans le protocole monétaire, je pense que 99% des citoyens voteront pour que les libertés individuelles soient le plus possible respectées et qu'il y ait justement pas de transparence par rapport à où est-ce que les gens dépensent leur argent. Parce que là, avec le crypto-euro, c'est ça le danger, c'est que c'est aussi une crypto, c'est une crypto centralisée, mais il y a un total contrôle des autorités monétaires et donc politiques sur ce qu'on fait ou pas de notre argent. Et là, lorsque chacun a un droit de vote, je suis quasiment certain qu'à la grande majorité, les gens décideront que ce protocole monétaire commun ne permette pas justement de suivre à la trace les dépenses de chacun et respecte justement les libertés individuelles. Oui, je pense aussi que c'est vraiment important et peut-être tout particulièrement, en ce moment, mais oui, d'ailleurs, c'est, je pense, un aspect, une dimension, que vous développerez, plus en détail avec Louis, j'en profite pour le dire, sur cette question de big data, en lien avec la monnaie, le crédit social. Donc, il y aura donc un débat avec Louis Fouché, mercredi prochain, et je pense que c'est vraiment des aspects qui sont fondamentaux aussi aujourd'hui, et voilà, qu'on aura le temps de développer à ce moment-là. Je te propose, Anis, qu'on passe à la question suivante. Oui, du coup, la question aussi, une question importante, c'est comment on fait pour rompre justement ce cercle infernal dans lequel on est, et comment on fait justement pour diffuser, pour mettre en œuvre cette alternative monétaire vraiment à une échelle massive, et qui peut faire nouvelle société, autre monde, peu importe comment on l'appelle, mais voilà, comment on fait pour le diffuser, pour l'essaimer à un très grand nombre. Ah voilà, alors ça c'est la partie qui plaît le moins à ceux qui me suivent, c'est que moi je suis contre la révolution. Je suis un contre-révolutionnaire, j'aime pas la révolution. Et pourquoi? Parce que j'aime pas le désordre. Et je crois en l'intelligence collective, qu'en diffusant la connaissance, c'est vraiment l'étape préalable au changement. Et donc, la première chose, c'est j'aimerais tant que, il y en a qui le font, hein, beaucoup, mais j'aimerais bien, d'ailleurs la communauté Bitcoin le fait, hein. C'est un peu l'avantage du Bitcoin, de la communauté crypto, même pas que le Bitcoin, Ethereum, EOS, et cetera. C'est que eux justement s'éduquent aux questions monétaires et éduquent en même temps les autres à la question monétaire. Et donc voilà, d'abord c'est le savoir, c'est que comment la mettre en place. C'est pas par un coup de baguette magique, parce que quelqu'un comme moi ne passera jamais en direct à la télé aux 20h, et cetera. Je lis pas de prompteur, et j'ai pas de notes, j'ai juste un stylo pour écrire des choses quand j'oublie des choses. Donc
Et voilà, j'ai pas l'élocution de ceux qu'on voit, les politiques qui passent à la télé. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, vous verrez Todd ou qui sont bien meilleurs que moi, ou tous ceux qui parlent justement et qui essayent de diffuser de l'information, on les voit sur YouTube et rarement à la télé. Donc justement, il faut continuer à diffuser et qu'il y ait des relais, que des gens justement se travaillent sur sur ce sujet monétaire, prennent les idées de justement tous les penseurs qui réfléchissent sur la monnaie et les diffusent le plus possible et essayent de les démocratiser. Une fois que les gens comprendront ce qu'est la monnaie dette et ce qu'est la monnaie libre de dette et que autant l'une est magique et illimitée, l'autre aussi est magique parce qu'elle est créée à partir de rien et distribuée à l'État justement pour faire en sorte qu'il soit plus sous la tutelle des marchés et qu'il arrête de matraquer les classes moyennes qui sont les seules à payer justement l'impôt. Parce que les autres sont assez de moyens pour l'éviter. Donc voilà, il faut que justement on mette en place cette monnaie libre de dette. Et comment on met la monnaie libre de dette? J'en ai parlé tout à l'heure. C'est en se faisant une place petit à petit. C'est que si le système est à un point A aujourd'hui et que la monnaie libre de dette c'est le point B, eh ben on y passe tout doucement. On part de A et l'année d'après on est à 1% de A, mais on est à 90%, 99% du chemin et d'y aller petit à petit par ce que j'appelle la dialyse monétaire. C'est-à-dire que chaque année, on dit, on vote par référendum que la banque centrale, elle crée ces 3% et elle les donne directement à l'État, sans passer par les marchés. C'est-à-dire qu'on est obligé quasiment de sortir des traités européens, parce que les traités européens ont fermé cette question-là, avec Maastricht et Lisbonne, donc 92 et 2006. Donc soit on oblige, on casse le bras des Allemands et de la BCE et des pays du Nord, mais je suis pas sûr qu'ils accepteront. Parce que pour eux, c'est quand il y a cette monnaie qui est créée à partir de rien, qui est distribuée quasiment équitablement selon la clé de répartition, c'est-à-dire selon le poids économique de chaque pays. En fait, c'est dilutif pour eux. Eux sont des financiers. Ils vont se dire, mais attends, moi je peux l'emprunter à -1 et le prêter à l'Italie à +1,5, +2%. Pourquoi je vais accepter que moi je le reçois à 0 et l'Italie aussi à 0? Ça, c'est un peu un arbitrage financier, mais un arbitrage de crapule en même temps. Donc l'idée, c'est de dire, bah, on sort de l'euro et on met en place ce système-là et une fois qu'il marche chez nous, on l'impose aux autres par justement pas par la force, mais justement par le fait qu'il ait marché. Et voilà, donc chaque année, on crée 3%, on le donne à l'État, il arrête de matraquer les classes moyennes, il arrête d'aller mendier et se faire se faire beau devant les marchés financiers en disant qu'il va faire de l'austérité, qu'il va fermer des lits dans les hôpitaux publics, qu'il va réduire le salaire des fonctionnaires, qu'il va mettre moins de moyens dans l'école, tout ça pour qu'on puisse lui prêter. Non, on arrête tout ça, on arrête toutes les conneries. Et petit à petit, on va se retrouver justement à la moitié du chemin et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive justement, peut-être, si on compte ces 3% par année, au bout de 30 ans, on arrive justement à ce chemin-là. Mais ça va se faire petit à petit. Et voilà, et il faut juste que les gens en prennent conscience, il y a rien d'utopique. Ce qui est utopique, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est, par exemple, pour que les gens comprennent le bilan de la banque centrale, c'est-à-dire, c'est quoi le bilan? C'est, d'un côté les euros qu'ils ont créés, de l'autre les actifs qu'ils ont. C'est quoi les actifs? C'est la dette des autres. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, jusqu'en 2020, c'était 4 500 milliards. Là, ça a doublé en 18 mois. C'est-à-dire la BCE a créé autant de monnaie que depuis la nuit des temps en 18 mois. Voilà, donc à un moment, il faut réfléchir, il faut se dire de monnaie centrale, hein. Et donc il faut se dire si eux sont capables de faire ces trucs de malades, doublés en 18 mois, nous on est capable quand même de créer 3% par an. Voilà, on va doubler au bout de 30 ans. Donc ou un peu moins à cause de l'effet exponentiel encore. Mais voilà, donc c'est ça un peu l'idée. Il faut y croire, il faut que les gens y croient et que justement ils fassent en sorte que ils s'éduquent financièrement et monétairement. Parce que moi, quand je vois comment Bruno Le Maire parle ou Macron sur les questions économiques, mais il se régale à raconter des bêtises, à mentir, parce que personne ne piche que dalle, à toujours
Par exemple, hier, que ça soit Bruno Le Maire ou avant, il y en a d'autres qui l'ont fait, ils sont en train de frimer parce qu'ils ont fait 6,2% de croissance, mais ils oublient de dire que on était à 92 et on est arrivé à 98% du PIB de 2019. On l'a même pas rattrapé. Donc ça sert à rien de frimer pour ça. Ils ne disent pas non plus qu'on a fait 210 milliards de déficit, c'est le record absolu. C'est quasiment 9% de la richesse créée par an du PIB, c'est le record absolu. Donc c'est facile de faire des records en s'endettant et en ayant des déficits comme ça. La dette en termes de PIB, elle est passée de 100 à 120%. Donc ils ont augmenté de 20% en 18 mois. Donc il faut arrêter de mentir aux Français. Et à un moment, si on veut pas se manger le mur, il faut et arrêter la fuite en avant, il faut justement avoir de l'audace et que des gens qui parlent bien à la télé, qui ont une bonne élocution et qui savent vendre les choses, qui sont des bons marketeurs, des bons vendeurs, vendent cette idée de monnaie libre de dette. Et Dieu merci, il y en a qui le font. Il y a Nicolas Dufresne de l'Institut Rousseau, il y a Alain Grandjean, il y a Isabelle Coupé-Soubeyran. Donc c'était des idées qui étaient un peu folles il y a quelques années, et maintenant qui sont en train de faire leur chemin. Oui, merci Anis. Oui, c'est très réjouissant et oui, ben je pense, on partage aussi cette idée qu'a priori ça se fera pas de façon subite, mais plutôt oui comme quelque chose qui, comme tu l'as très bien dit, avance petit à petit vers ce point B, cet autre possible. Et justement, bon, c'est l'idée. C'était l'idée qu'on essaye de mettre en œuvre dans Prenez Place, hein, de se dire si on éveille les citoyens à la monnaie, qui est quand même une question qui reste assez opaque pour la majorité des citoyens en tout cas. Ben oui, peut-être qu'en éveillant à ces questions-là, on peut se dire que oui, on peut peut-être justement construire d'autres alternatives. Et moi, je trouve la tienne vraiment très intéressante. Oui, alors il y avait une question que du coup auquel tu as déjà répondu, il me semble, hein, mais que je vais quand même te reposer. Mince, elle s'est enfouie. C'était la question, oui, de donner la monnaie à l'État alors que les citoyens n'ont aucun pouvoir ni d'écrire les règles, j'imagine, de la Constitution, ni de contrôle, ni de sanctionner. Voilà, donc du coup, Ça, je peux répondre, c'est semble très facile. L'État, ceux qui sont à notre tête, et ça, les gens ne veulent pas l'accepter, ils sont à l'image de ce qu'on est. Voilà, aussi simple que ça. Moi, je suis pas leur image, mais ils sont l'image en moyenne de ce qu'est notre société. C'est que les pourris qui sont en haut de l'État, ils sont à l'image de la société au global. On le voit, ce manque de solidarité qu'il y a, cette acceptation de toutes les règles, même les plus révoltantes, qu'on accepte que des enfants de 8 ans ou je sais pas combien c'est en France, que j'habite en Angleterre et que Dieu merci il y a pas ça, qu'on leur mette des masques pour aller à la récré alors que eux font la fête à l'Élysée ou à Matignon. Ça c'est voilà, on est juste, on n'est pas capable, on n'a pas justement cette audace justement d'être tous unis et ensemble. L'État, ils sont juste à notre image. Le jour où nous, on aura de l'audace, l'État, ce sera nous. Et justement, si on met en place les bons modes de scrutin, si on met en place le RIC, si on met en place justement une assemblée de citoyens qui soient capables de révoquer les pourris qui sont à la tête de l'État, s'ils ne respectent pas le contrat social qu'ils ont mis devant avant d'être élus, ben on les vire et c'est tout. Donc l'État, c'est nous. Le jour où l'État, ça sera nous, on sera très content d'avoir ces 3% libres de dette, justement, pour faire en sorte qu'on ne soit plus sous la mainmise, justement, et le contrôle des marchés financiers et des plus riches. Donc l'État, c'est nous. Là, l'État, il est à notre image. Voilà. Bon, ceux qui nous suivent, je pense qu'ils vont pas être d'accord parce que eux, justement, sont contre l'État, et pas l'État en fait, contre les dirigeants, ceux qui nous dirigent en ce moment. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Ils sont pour justement que les choses changent. Il faut que nous déjà on change nous-mêmes ce qu'il y a en nous-mêmes. Ça, c'est une convergence.
l'État convergera vers nous quand nous, justement, on va prendre conscience que il faut qu'on arrête de consommer dans tous les sens, de prendre des crédits dans tous les sens. Moi, ils me font rire ceux qui font des grèves syndicales, etc. Et le lundi, ils vont demander un prêt sur 27 ans à leur banquier pour acheter un 40 mètres carrés dans le 20e, alors que ils savent même pas comment la monnaie est créée. Donc voilà, on subit ce qu'on subit parce que il n'y a pas cet éveil et cette envie justement de donner de soi pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient conscients des choses. Il faut se battre en fait. Tu vois, moi j'ai perdu beaucoup à faire ce que je fais pendant 5 ans. J'ai rien perdu en fait. Je croyais que j'allais perdre quand j'ai commencé, mais j'ai fait que gagner. Gagner en connaissances, gagner en bonheur, gagner en tout quoi. Et alors que quand j'ai commencé, ouais, j'ai dit bon, je vais faire le kamikaze. Je vais aller et je vais tout défoncer et au moins que ça soit utile. Et en réalité, je pensais perdre, mais j'ai tout gagné. Donc je dis aux gens, vous avez rien à perdre. Vous avez que du bonheur à gagner, à vous indigner, comme disait l'autre. Indignez-vous. Bah, écoute, je trouve que Désolé, désolé à la fin, c'est- parce que j'aime pas ces phrases défaitistes. Je suis quelqu'un de super optimiste. Je parle de chaos, de guerre, etc. Mais au fond de moi, je suis constamment optimiste, constamment dans le bonheur, constamment dans. On peut changer les choses, c'est pas grave. De toute façon, adviendra ce qui va advenir, quoi. On s'en fout. On s'en fout du résultat en fait. C'est le chemin qu'on prend. Et c'est ça qui nous rend heureux. Et donc dire ça sert à rien tout ça, l'État c'est l'autre. Voilà, c'est démoralisateur et ça sert à rien en fait. Je suis bien d'accord avec toi. Faut vivre d'espoir et il faut y croire en fait. Et Je surtout, pense que ça tient. Je trouve que c'est une très belle conclusion, Anis, et je partage vraiment ça avec toi. Je pense que ça tient en fait, dit un peu très simplement, ça tient vraiment à ça. C'est-à-dire qu'il faut y croire. En fait, tout tient à la ça. foi, Si on n'y croit c'est pas, vrai. Hein. Ah oui, non, tout c'est bien tient à la sûr. foi. Et on Ouais, parle de la foi d'une manière ouais, général. évidemment philosophique, mais ça Ouais, tient vraiment à cette foi. Si on ne l'a pas, effectivement, on n'y arrivera pas. Mais si on l'a, moi, je pense qu'on peut changer énormément de choses. Et n'oublions pas que qu'il y a eu énormément de temps dans l'histoire, de moments où certaines idées étaient des utopies, étaient vraiment considérées comme des utopies, et puis qui étymologiquement veut dire non-lieu, en fait, c'est important. Et finalement, ces utopies, elles sont devenues réalité. Et parce que justement, il y a eu un petit groupe, ou un groupe en tout cas d'individus qui se sont mis ensemble et qui ont créé du lien et qui en fait y ont cru. En fait, c'est Mm. aussi simplement que ça. Ouais, mais c'est Ils y ça. ont cru, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. En fait, Euh, on perd la- la- rien. On perd rien. Et ce qui est important, c'est le chemin, les rencontres. Et c'est tellement plus beau, en fait, vraiment. Et puis aussi, peut-être, ça, c'est une chose que je trouve importante, c'est effectivement, quand on a rien à perdre aussi, évidemment, on est beaucoup plus fort, en fait. Ça, c'est assez important. Et c'est ouais, peut-être aussi ce que, alors, évidemment, il y a des choses terribles dans la crise qu'on traverse, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de beau aussi, malgré plein de choses vraiment pas belles, mais il y a quelque chose de beau qui est peut-être justement cette opportunité de se dire, bon, voilà, là, on n'a plus rien à perdre, il faut y aller quand même. non, non, c'est clair. Et que, juste pour finir, comme on dit, la foi, elle permet de déplacer des montagnes. Et si ces montagnes-là, c'est justement toutes ces règles, qui soient celles de l'Union européenne ou de la BCE, etc., ou des règles bancaires, etc. Si c'est ça là, les montagnes qu'on doit déplacer, ben déplaçons-les quoi. Mais pour ça, il faut y croire on est en capacité de le faire. Justement, eux vivent de notre division, à nous justement de pas nous diviser à chaque fois qu'il y a une idée de dire ah mais c'est impossible, ah mais ça sert à rien, ah mais ils sont trop forts. Ben si vous pensez qu'ils sont trop, moi quand j'allais sur un terrain de foot, quand je jouais au foot, que j'avais beau avoir le PSG ou les Girondins de Bordeaux en face de moi, je rentrais pour les défoncer. J'y croyais, on croyait à la victoire. Et ben c'est pareil. Je pense dans la vraie vie, c'est ça, il faut y aller. Je m'en fous. Moi, je pense que 90% des gens qui nous regardent sont peut-être plus intelligents que Macron.
Et c'est pas parce qu'il parle bien et que il a fait du théâtre. Non, non, mais c'est la vérité qu'il a des Ah bah, prompteurs c'est qui louent vrai. Non, non, constamment. bah, c'est vrai, oui. Et on le voit, c'est une girouette, ce mec. Moi, il serait dans une salle de marché avec moi ou dans un salle de foot, dans un terrain de foot, je pense, il aurait perdu un tibia, mais dans une salle de marché, mais en 2 secondes, tu vois, ouais, en 2 secondes, tu es capable de parler avec lui et de voir que c'est que du vent. À la rigueur, il Mm. aurait fait un bon vendeur, pardon. Voilà, c'est tout ce qu'il est capable de faire. Non, allez, il faut que j'arrête. Ouais. Non, 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 il faut y croire, les gars. Il faut arrêter de se mettre des bâtons dans les roues. Il faut y croire. Non, il faut vraiment y croire. Et on y croit d'ailleurs. Et vraiment, ce monde, il arrive en fait, hein, parce que justement, alors oui, c'est sûr que là, tous ensemble, je pense que il me semble qu'on y croit là, nous tous qui sommes là aujourd'hui, mais il faut aussi essayer d'une façon diplomatique et essayer d'essaimer autour et voilà, en prenant le temps d'expliquer, c'est tout ce travail-là qui est un travail certes assez long, mais qui est un joli travail aussi, quoi, d'essayer non pas de convaincre, c'est pas la question de convaincre, mais d'ouvrir des possibles et justement de ceux qui sont enfermés dans quelque chose qui leur semble indépassable, je pense qu'on peut ouvrir des possibles. On peut leur rappeler justement ce que tu viens de dire, ce qu'on vient de dire, que quand on y croit, bon, en général, il se passe des choses. Et si on y croit à beaucoup, de façon assez massive, bah évidemment, là, en général, il se passe des choses. C'est même certain. Toute l'histoire le montre. Donc, Emmanuel, donc est-ce que on y je peux croit. te laisser conclure? Il y a Crypto Déter à 20h34. Je viens de Oui, voir bien sûr. qu'il y avait des commentaires et il a laissé une citation. Et je pense que si on termine avec ça, on va tous bien dormir. C'est une citation de Saint-Augustin. Je te laisse la lire. Alors, donc la peur de perdre ce que l'on a empêché d'atteindre, attends, pardon, ce que l'on a empêché d'atteindre, ce que l'on est. Non, la peur Non, c'est pas ça? la peur de perdre ce que l'on a empêche d'atteindre ce Oui, que l'on pardon. est. En gros, Pardon, je viens de le dire. en Et gros, pourtant, c'est une très belle, ouais, c'est une très belle en phrase. gros, Ouais. c'est la chose que je disais avant. Il faut qu'on soit tous un peu martyrs ou kamikazes économiques. C'est qu'il faut qu'on accepte un peu de perdre un peu de notre confort matériel, parce que justement, si ce système perdure, c'est aussi parce qu'il y a une certaine lâcheté à ne pas perdre un peu de notre petit confort matériel. Et tant qu'on n'est pas justement dans la zone rouge, celle des ultra pauvres, eh ben on va se taire parce que on a notre petit confort matériel, et justement il faut en sortir, parce que le jour où on va se manger le mur, là il sera trop tard. Oui, oui, c'est une question de courage, hein, ça c'est sûr. Il y a le courage joue beaucoup dans cette histoire, et la question aussi de se dire qu'on n'a rien à perdre, parce que c'est pas la question d'avoir rien à perdre ou pas factuellement, c'est la question de prendre conscience qu'on n'a rien à perdre en fait. C'est plus un état d'esprit, je veux dire, qu'une condition matérielle, mais voilà, on n'a rien à perdre. Et effectivement, oui, il faut du courage. Oui, il y a un côté kamikaze économique. Moi, j'aime beaucoup cette formule. Bah, merci à vous, merci pour tout, merci pour ceux qui ont suivi. Vraiment merci encore une fois. Donc du coup, je vous dis oui que donc il y a un programme très dense cette semaine, puisque Marc-Gabriel Draghi nous présentera sa proposition demain soir à la même heure, à 20h30. Et puis, on retrouvera donc lundi à 20h30 aussi, Marc-Gabriel à Nice et Louis pour un débat donc autour de vos 2 propositions à Marc-Gabriel et à toi. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est un programme très dense et on vous retrouve très très vite. Et merci à Nice. Vraiment. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont suivi.